Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et au programme du jour, pour ceux qui ont l'œil, vous avez remarqué que nous sommes chez mes Camponotus singularis. Alors pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les noms et qui sont pas spécialement adeptes de l'élevage de fourmis, c'est une grande espèce de fourmi asiatique principalement, qui est franchement ma foi très grande. Les ouvrières peuvent atteindre justement 1,7 cm, ce qui est quand même conséquent, comparé un peu avec les espèces de fourmis que vous trouverez chez vous dans votre jardin. Je doute que vous ayez déjà vu ça. Sachant que chez cette espèce, on a également des majors qui sont très costauds, très imposants avec une tête extrêmement large, et on a la reine surtout qui peut atteindre jusqu'à 2,4 cm pour les plus grands spécimens trouvés. Donc c'est vraiment costaud et imposant. Franchement, c'est une espèce qui est magnifique. Même si vous n'êtes pas passionné de fourmis, sincèrement ça vous laissera pas indifférent, c'est sûr. Alors, les Camponotus singularis après la pause hivernale, qu'est-ce que ça donne? Parce que oui, elles ont quand même une période de repos, mais comment déterminer réellement d'où elles viennent? Alors moi, personnellement, elles viennent de Thaïlande, techniquement, mais je vous avoue que c'est pas certain, sachant que le tracé disait que c'était Vietnam, puis enfin vous voyez un peu l'idée, c'est un peu le bordel, donc on peut pas déterminer réellement qu'est-ce qu'elles ont besoin en termes de température, du moins l'hiver pour marquer un repos. Alors en partant du principe qu'on les trouve également en Malaisie, en Indonésie, au Vietnam, au Cambodge, enfin vous voyez un peu l'idée, la Thaïlande, là-bas, il n'y a pas vraiment de période où on se dit, voilà, maintenant il fait froid, réellement. Non, on a plutôt des périodes de saison des pluies, à forte humidité, mais en général, on reste sur des températures qui sont assez hautes en soi. C'est connu aussi pour cela. Bon, bien entendu, il y a une partie de la Chine où elle est native également. Si elles viennent de là-bas, à ce moment-là, on peut se dire que oui, il y a des moments plus frais. Mais c'est vraiment, pour conclure, difficile de dire exactement ce qui leur plairait et ce qu'il faut pour un bon repos. Par conséquent, après avoir échangé avec quelques personnes qui ont des colonies qui se développent plutôt bien et des gens qui ont déjà des colonies massives en soi, ce qu'on constate, c'est qu'une pause hivernale à température ambiante suffit amplement. C'est-à-dire que du 18 degrés à les 16, vraiment si ça descend, et en général du 20 maximum, durant cette pause qu'on impose nous-mêmes, parce qu'en nature ce n'est même pas certain que ce soit le bon timing, loin de là, ça suffit en général. Et maintenant, est-ce que dans la durée ça va maintenir nos colonies en bonne santé et autres? Il y a déjà des colonies qui ont 4-5 ans, qui vivent très bien encore, mais ça ne permet pas de dire si la colonie justement va vivre 25 ans ou moins, vous voyez l'idée, bref. Donc c'est un peu délicat de déterminer, mais actuellement, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un ralentissement qui se fait tout de même à 18 degrés, et que par conséquent, voilà, c'est déjà pas mal en soi. Alors, autre chose, je suis désolé pour ceux qui suivent la chaîne activement, d'ailleurs je vous remercie, mais vous l'aurez certainement déjà entendu, les températures de maintien qu'on a, enfin que j'ai personnellement observé, je vais pas dire qu'on a, parce que c'est plutôt moi qui pense ça, on est plus sur 26 degrés en fait. Pour qu'on soit sur une température de croisière vraiment idéale pour les singularis, pour moi c'est 26 degrés. Généralement je remarque que le développement se fait très bien, que les pontes s'enchaînent du coup, et que l'activité est présente, quoi. Elles sont là, elles fourragent, elles vivent normalement. Qu'est-ce qui me fait dire qu'au-delà c'est un peu compliqué? C'est tout simplement les canicules qu'on a eues en Belgique, ou tout simplement les jours où il faisait beaucoup plus chaud. Le premier constat, c'est qu'à partir de 28, 29, 30 degrés environ, elles cherchent à déplacer le couvain dans les abreuvoirs, ou à proximité, quitte à carrément mettre le couvain dans l'humidité, donc c'est-à-dire dans l'eau, pour rafraîchir celui-ci. Alors, à partir de là, vous comprenez que forcément pour le couvain ce n'est pas bon, c'est forte chaleur, elles vous passent un message en vous disant voilà, si elles font ça, il y a une raison, elles cherchent à rafraîchir celui-ci quoi. Donc voilà, c'est de là ça me fait comprendre déjà que les fortes chaleurs pour elles, c'est pas le top. J'imagine qu'en nature, pour se protéger de ça, elles creusent assez profondément pour éviter de subir des canicules trop intenses ou ce genre de température trop haute. À savoir qu'elles elles peuvent se retrouver un peu partout en nature, c'est-à-dire que le peu d'informations que j'ai pu obtenir ou que j'ai pu observer, on peut très bien les trouver dans des forêts un peu denses, avec beaucoup de végétation et par conséquent des arbres très hauts qui couvrent vraiment toute la zone. On peut la retrouver dans notre jardin, un jardin plutôt ouvert, avec à peine 3 cailloux et 5 graviers, vous voyez l'idée. Donc elle s'adapte très bien à plusieurs environnements, elle se balade sur les arbres pour se nourrir, etc. Ce qu'il faut retenir par contre, c'est que c'est une colonie qui va plutôt être
actives la nuit. Cependant, en élevage, si vous leur offrez un environnement plus de pénombre, donc un peu comme la tombée de la nuit ou le matin, ben, en fait elles vont un peu fourrager toute la journée parce qu'elles auront ce sentiment de sécurité. Et ce qui explique cela également, c'est que c'est des insectes de très grande taille qui sont, comme je le disais, proches des 2 cm de manière générale, ce qui fait que c'est des proies potentielles pour d'autres chasseurs ou tout simplement des oiseaux ou pour tout autre individu qui mange des insectes en fait. Et vu leur grande taille, ben forcément c'est appétant. Donc voilà, c'est aussi ça qui nous fait dire que ben voilà, il y a certaines températures qui sont mieux que d'autres, et bon après c'est aussi en faisant son petit élevage et en apprenant, en observant qu'on se rend compte de ce qui est mieux ou non. Bien entendu on peut pas savoir dans l'immédiat, et c'est vrai que les fiches sur internet, je ne critique pas ça, hein, mais c'est une bonne chose, vous avez des fiches, donc vous avez une première idée, mais ce n'est pas parfait, loin de là, et bien souvent, il y a une certaine facilité qui est trouvée en mettant de 22 à 32, et aire de chasse on va mettre de 24 à 48, enfin vous voyez l'idée. Donc au final ça veut tout dire, ça ne veut rien dire à la fois. Donc voilà, il faut un peu chercher, tâter et regarder ce qui est le mieux, et bien entendu l'observation reste la clé, bien entendu. C'est un élevage, donc ce n'est pas non plus la réalité dans la nature. Ça se trouve, en nature, elle supporte bien du 32, mais parce qu'il fait 80% d'humidité, vous voyez l'idée. Donc voilà, ça c'est... faut chercher un peu. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que jusqu'à maintenant, je pense vous avoir prouvé que Camponotus singularis pouvait se développer sous ces conditions, donc les conditions que moi je vous propose depuis un moment. Si vous vous rappelez, j'avais reçu cette fondation avec 9 ouvrières, c'était des ouvrières boostées très clairement, où on remarquait la différence de taille avec la première naissance. Pour rappel, il a fallu 4 mois d'acclimatation à l'arrivée de cette reine et donc de ces ouvrières boostées. Elles n'avaient plus de couvain, du moins un couvain qu'elles ont déchiré. Ensuite, ma reine s'est remise à pondre, donc les conditions étaient plus favorables à elle et elle se sentait mieux. Quand elle a commencé à avoir ses premières ouvrières, rappelez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Les ouvrières qui étaient présentes et donc issues du boost avaient détruit le cocon, avaient tué l'imago qui était fraîchement né ou proche de la naissance, et donc là c'était un peu la catastrophe parce que je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Ma colonie va jamais se développer, elle tue les nouveau-nés. Bon. Après, suite à ça, elles ont accepté finalement les nouvelles ouvrières, hein, parce qu'il y en a eu de plus en plus, et par conséquent, de là, je vous ai fait tous les suivis de toute façon, mais vous avez vu, hein, de 9, on est passé à 15, puis à 20, puis à 30, puis voilà. Le premier major est arrivé justement dans les 50 ouvrières, et elle en a fait 2 directement, donc à 50 ouvrières, plus ou moins, vous aurez un premier major. Ensuite, vers 75-100 ouvrières, vous avez un second major, et actuellement, on a un major en préparation, donc là, on est passé la centaine, hein. On est, je sais pas exactement, mais plus de 100. Et là on a de nouveau un major qui est en préparation, donc c'est hyper intéressant. C'est pour ça aussi que si vous recevez une colonie ou une fondation où vous avez déjà un major alors qu'il y a 20, 30, 40 ouvrières, dites-vous que forcément c'est issu du pillage et que c'est de très rares cas, elles produisent des majors aussi vite. Bien que dans la nature ils ont un certain rôle, ça m'étonnerait que ce soit naturel, mais bon, voilà. Cependant, il ne faut pas perdre espoir, même si vous avez une colonie, une fondation boostée, les choses se feront naturellement en fait, les générations suivantes vont arriver. Et pour information, mes 9 ouvrières issues du départ, donc qui a été pillées et boostées on va dire, ont été tuées par la suite par les ouvrières de ma reine. Donc elles ont réellement été sacrifiées, j'ai pu l'observer, elles les attrapaient alors qu'elles étaient en pleine santé et les tuaient tout simplement. Donc qu'est-ce qui se passe là-dedans, je ne sais pas exactement. J'ai déjà remarqué que Singularis, si elle a un manque de protéines ou de nourriture, pardon, si elles ont un manque quelconque, elles n'hésitent pas à se sacrifier entre elles pour justement, je veux dire, pallier à ce manque. Donc voilà, il faut être régulier, il faut bien nourrir, etc. Sinon, le sacrifice se fait très rapidement chez cette espèce. Mis à part ça, c'est une espèce vraiment magnifique. C'est vrai que ça peut faire rêver pas mal de monde parce que la grande taille fait que vous n'avez pas besoin de macros de fou furieux ou de grands zooms pour pouvoir l'observer. C'est hyper élégant, je trouve. La coloration est super jolie. On a un reflet doré sur le gastre, une tête un peu rouge bordeaux brique. On a le reste du corps qui est très poilu et noir brillant un peu, noir mat par certains endroits. Vous avez la possibilité également d'avoir des naissances qui sont totalement noires, donc dépourvues de coloration. Ça arrive, hein, je vous l'ai déjà montré, il y a des ouvrières dans ma colonie qui sont noires, et en nature ça arrive qu'il y ait beaucoup plus d'ouvrières et beaucoup plus de majors, etc. qui soient noires et rouges, donc c'est carrément un mélange, donc tout est possible avec cette espèce et c'est franchement un régal. Bon voilà, je voulais vous faire un petit point pour vous montrer comment ça s'était passé. Je n'ai pas eu de perte particulière, bon il y a des décès, c'est normal, hein, ça évolue, ça vit, mais sinon tout va bien et je pense que cette année on va repartir en force et j'espère atteindre les 200-250 ouvrières.
Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et on se redit à bientôt pour de nouvelles vidéos bien entendu, et n'oubliez pas que dimanche prochain, c'est rendez-vous en tome 11. Sur ce, je vous dis à plus tard, bye l'équipe. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.